Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir invités. Donc, je suis Françoise Neuhaus, présidente de l'association Génération 22, et je suis accompagnée de Sandrine Dogy, qui est la vice-présidente de l'association. Donc, nous allons un peu reprendre ce qui a été dit auparavant, mais de la part des parents. Donc, c'est un petit peu, tout en étant redondant, c'est notre parole. Donc effectivement, comme vous voyez, c'est une nouvelle très bouleversante. On peut dire qu'il y a un avant et un après diagnostic. C'est un état de sidération, hein, on peut le dire. C'est un choc, on a un coup sur la tête, on ne sait plus très bien où on est, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'on nous a dit, parce que le problème est là, le problème est d'entendre ce qui a été dit. Eh bien, on ne l'entend pas forcément, ou on ne le comprend pas surtout. Donc chacun des parents, effectivement, a une écoute et une façon d'intégrer les informations très différentes. Donc ça peut être un atout, et c'est un grand atout. C'est très difficile, je trouve, d'annoncer le diagnostic à un des parents seulement. L'annoncer aux deux, c'est très important. Le sentiment de solitude et d'injustice, évidemment, comme ça a été dit, et de culpabilité, fait partie d'un panel de sentiments et de sensations. Mais je pense qu'il y a la colère aussi, il y a beaucoup de choses. Mais c'est inévitable et je pense que tout le monde doit passer par là pour essayer d'avancer après avec toutes ces informations. Et c'est nécessaire. Alors après, chacun fait son chemin. Et ce que je pense qui est très important, c'est l'accompagnement. Donc moi, je vais insister sur l'accompagnement. L'accompagnement psychologique. Effectivement, l'accompagnement psychologique, dans l'immédiat, c'est pas tellement efficace. C'est une fois qu'on a eu cette information, qu'on rentre chez soi, qu'on fait le point, qu'on discute, qu'on essaie de se relever, c'est à ce moment-là que les questions viennent. Donc sur le moment, c'est pas le moment, quoi, voilà. Donc il est très important de penser, de dire à la famille de revenir, et peut-être pas un mois, peut-être pas 3 mois, ça peut être une semaine, parce qu'au bout d'une semaine, il s'en est passé déjà beaucoup de choses dans la tête. Mais c'est un accompagnement qui n'est pas seulement non plus sur le moment, c'est un accompagnement de tout le temps, voilà. Parce que dans la délétion, il se passe des choses tout le temps. C'est pas quelque chose, on ne va pas avoir un symptôme, non, on en aura souvent. Alors certains sont asymptomatiques, ça c'est vrai. Une étude qui a été faite en Italie a bien montré que c'était une naissance sur 900 pour certaines femmes. Donc dans ce panel en tout cas. Donc on se rend compte quand même que là on va pas parler des asymptomatiques, enfin surtout parler des gens qui ont des problèmes. Et donc il faut accompagner ces personnes sur tout leur chemin. C'est un long chemin et il y a un développement dans la vie de la famille. Il n'y aura pas un seul enfant dans la famille, il y aura une fratrie. La maman et les parents, il y a un couple, il y aura peut-être plus de couple après. Il y a beaucoup de gens qui se séparent. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Et l'accompagnement psychologique, c'est primordial. Alors un diagnostic et un traitement pour chacun, effectivement, parce qu'on est dans la médecine individuelle, personnalisée, c'est le terme. Effectivement, dans la délétion, ça correspond tout à fait à notre parcours, et à l'état des choses, puisqu'il n'y a pas 2 personnes pareilles. Déjà, dans la vie, il n'y en a pas 2 pareilles, mais 2 personnes avec une délétion ont une délétion totalement différente. Donc, il ne faut pas, peut-être, on a entendu, délétion, enfin surtout syndrome de Digorge, parce que c'est un terme qui reste, malheureusement, c'est assez compliqué. Oui, je sais ce que c'est Digorge. Oui, mais... oui, vous savez ce que c'est en général, mais il ne faut pas penser général, il faut penser particulier. C'est-à-dire qu'une personne aura... ils ont une délétion, ils ont une DI sévère. Oui, il y en a, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est une fausse idée. Donc je pense qu'avant d'émettre des idées et de penser à ce que va entraîner une délétion, il faut un petit peu aussi... se concentrer sur la personne qui est en face et connaître savoir ce qu'on va dire. Le diagnostic n'est pas toujours proposé, même si on pense que là, effectivement, sur le plan génétique, il y a eu beaucoup d'avancées.
parce que ça touche tellement de domaines que tout le monde ne pense pas forcément à une délétion. Mais c'est vrai qu'il faut se poser des questions et c'est très important de s'en poser parce que le futur de la personne va dépendre beaucoup de ce diagnostic génétique. À partir de ce diagnostic génétique, on va pouvoir apporter des aides, on va pouvoir parfois traiter, on va pouvoir accompagner, on va pouvoir apporter des aides financières, apporter des aides sur le plan scolaire, puisque on sait que, par exemple, de nombreux enfants ont des problèmes ORL et auront des difficultés d'apprentissage. Diagnostic secondaire, c'est ce que j'ai dit, tout au long de la vie, on peut avoir d'autres diagnostics. On ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas à un diagnostic génétique et à un diagnostic ORL, par exemple, une fente. Et donc important, effectivement, pour une meilleure prise en charge. Donc on voit, diagnostic précoce, c'est une prise en charge précoce et c'est un meilleur pronostic et un meilleur développement pour le futur. Donc nous sommes très heureux qu'il y ait des centres de référence parce qu'on travaille beaucoup avec eux. C'est une grande avancée. Sur le plan génétique, il y a de plus en plus de diagnostics qui ont été faits. Et avec les nouvelles technologies, ce n'est plus à partir de 60 gènes qu'on arrive à trouver une délétion, mais ça peut être aussi le gène principal, la TBX1. Donc on voit qu'on avance et que des personnes qui avant n'auraient jamais eu le diagnostic pourront l'avoir maintenant. Et donc pourront s'en servir pour améliorer leur vie, leur prise en charge. Donc on voit la prise en charge est améliorée, nettement améliorée, et beaucoup plus tôt, on se rend compte de ça. Et ensuite, donc, nous avons établi avec les filières, donc, qui sont apparues après les centres de référence, on a établi vraiment on travaille bien ensemble, voilà. Et on a avancé vraiment, vraiment beaucoup, je trouve. Et c'est pas fini, il faut continuer. Génération 22 et les filières. Donc nous sommes présents dans la filière Andirard, au COPIL d'Andirard, donc c'est moi, je fais partie de ces représentants. Et je suis présente aussi, nous sommes présents dans la filière déficience. Pourquoi déficience? On m'a dit un jour, mais qu'est-ce que vous faites dans déficience? Je dis, vous savez, déficience, il y a un CRMR psychiatrie. Or, nous avons malheureusement beaucoup d'enfants qui ont des problèmes cognitifs et nous avons une grande partie des enfants qui malheureusement ont des problèmes psychiatriques. Donc dans la filière TEDCO, nous sommes ravis, nous collaborons bien, nous avons un intérêt pour tous les CRMR et je voudrais que ça soit développé encore plus puisque vous verrez, nous posons les familles se posent toujours des questions et nous attendons des réponses et nous voulons avancer aussi avec la filière TEDCO. La filière cardiogène, on n'y est pas, on n'y va pas, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Sans gène, on est un petit peu en contact aussi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de filières, nous on a beaucoup de symptômes qui concernent différentes filières. Malheureusement, on est très peu, on est quatre personnes vraiment disponibles dans l'association. Donc c'est très très compliqué de pouvoir répondre, d'être présent dans toutes les réunions, dans les conférences. On fait notre possible, notre agenda il est bien plein aussi, mais on pourrait faire mieux. Donc on a des actions. Voilà, et je pensais que c'était intéressant que vous sachiez quelles étaient les actions qu'on avait avec les filières. Donc on a d'abord, j'ai eu la chance d'être formée à l'UTET grâce à la filière TEDCO et je vous remercie beaucoup. Par la suite, nous avons été 5 personnes à être formées grâce à la filière Andirard en ETP. La filière Andirard a créé 4 programmes très très intéressants. Certains programmes ont été... vous avez participé dans certains programmes. Le programme, j'ai un petit peu oublié, mais un des programmes. Et c'était quoi? Oui, il y en a un sur... Alors, il y a un programme sur la délétion. Enfin, je ne sais plus, je ne vais plus vous dire là maintenant, mais il y en a 4. Et sur la transition, un sur l'image de soi. Changer le regard, voilà, des autres. Et il y en a encore un 4e, j'ai oublié. Sans diagnostic, voilà. Oui, sans diagnostic.
Bon, j'y arrive. Et donc, alors je suis où? Oui, alors autrement, nous avons collaboré à l'élaboration d'un référentiel avec Déficience et Génopsy qui était le moteur. On avait été demandeurs de ce référentiel parce qu'il est très très difficile de savoir quoi faire pour aider les gens qui ont des problèmes cognitifs et psychiatriques. Donc ces 5 fiches viennent de sortir et seront sur le site internet de l'association si vous voulez et de Génopsy également à Lyon. Donc l'accompagnement des parents, nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'association? On fait pas mal d'informations. Donc on a un journal qui paraît 2 fois par an, on a une plaquette, on a aussi un livret, mais qu'on doit remettre à jour. Et par ailleurs, on a un site internet, mais l'information et l'accompagnement. Parce que vraiment, le secret, c'est vraiment de répondre aux familles, de ne pas les laisser dans leur coin. Il y a beaucoup de familles qui sont très isolées, qui habitent dans des petits villages, qui sont loin des centres de référence, qui sont loin des villes. Donc ces personnes-là, on essaie d'être au plus près d'elles. Maintenant, c'est très compliqué. Donc on a monté des groupes de parole. On a calculé que les années précédentes, on a pu en monter 28 séances. Et ça marche dans certains endroits. Parfois, on ferme le groupe, parfois, on en recrée un. Donc, c'est assez variable. Mais ça répond bien aux problèmes des familles qui discutent entre elles et qui, justement, trouvent un endroit où ils ne sont pas jugés. Elles peuvent libérer leurs paroles et trouver des astuces grâce à l'expérience des autres familles qui sont présentes. Par ailleurs, là, alors c'est la dernière initiative qu'on a, pas toujours facile non plus à monter. On n'est pas très ambitieux puisque c'est pour 6 jeunes seulement, mais on a monté un stage de 4 jours à la Toussaint pour permettre à ces jeunes-là d'essayer de parler d'emploi. Ce sont des jeunes qui ont un diplôme, qui ont un CAP, un BEP, un bac pro, même un BTS, parce qu'il faut savoir que dans l'association, dans le 22 Curios, dans ce qu'on sait, 25% des gens travaillent en milieu ordinaire, 25% travaillent en ESAT, et il reste un reliquat qui va parfois dans des centres de jour, ou qui sont chez eux, ou qui n'ont pas de solution. Mais on peut voir quand même que ce sont des enfants scolarisés, ce sont des enfants intelligents, et il ne faut pas croire, et ce sont des enfants qui ont besoin seulement d'être accompagnés. Donc nous allons les accompagner pendant 4 jours, nous allons aller dans une entreprise où ils vont faire un entretien, écrire un CV, écrire une lettre de motivation, et le reste du temps, nous allons discuter pendant 4 jours avec des coachs et des psychologues de Sainte-Anne, qui va justement travailler avec eux, leur partager justement toutes leurs préoccupations, leurs projets, et on va essayer, non pas qu'ils sortent avec un métier, une idée de métier ou un projet, mais au moins où ils auront évalué sur le projet qu'ils ont. Voilà, je vous remercie, je vais passer la parole à Sandrine. Alors bonjour. Donc moi je vais vous parler de quelques symptômes. C'est pas exhaustif, c'est souvent en lien avec des remontées des familles. Donc les atteintes ORL. Donc ce sont des questions qui concernent donc la filière tête-cou. Donc les atteintes ORL. Donc il y a beaucoup de malformations vélo-pharyngées. Et donc les enfants font de l'orthophonie pendant des années et ont parfois une opération réparatrice. Donc il existe plusieurs techniques. Et parfois, des familles ont des avis médicaux divergents. C'est-à-dire qu'un médecin va leur proposer une technique, et, par exemple un ORL, et puis le phoniatre une autre technique. Donc les familles se trouvent très désemparées par rapport à cette situation. Et c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on ne peut pas non plus les conseiller. Ce n'est pas notre rôle de donner une technique par rapport à une autre. Mais en tout cas, c'est une situation qui revient assez souvent. Et donc voilà, je pense que c'est important que vous le sachiez. Que c'est compliqué vraiment pour les familles. Donc bon, les problèmes de surdité, il y a des appareillages, la rééducation. Parfois, il y a aussi des vertiges, des acouphènes. Et il peut y avoir des solutions, de séances de kiné vestibulaire, des traitements thérapeutiques. Et voilà, souvent les personnes en fait mettent très longtemps avant d'avoir une piste pour améliorer ces symptômes qui sont certes pas vitaux, mais qui en tout cas leur
dégradent vraiment leur qualité de vie. Donc en fait, ce qui serait important, le message qu'on aimerait faire passer, c'est que quand quelqu'un se plaint d'un problème, c'est de les écouter et de les orienter vers un spécialiste, si ce n'est pas votre domaine à vous, mais au moins de les aider à trouver une solution. Donc, et qui connaît la délétion, si possible. Alors c'est vrai que ça complique peut-être parfois un peu les choses, mais voilà. Donc, et puis il y a aussi un gros problème qui se pose donc, pour la transition, lorsque l'enfant devient majeur. Souvent le suivi ne s'arrête pas là, et parfois malheureusement il s'arrête. Et donc ça c'est important aussi qu'il y ait une prise en considération et qu'il y ait un suivi du dossier. En fait il faudrait que le dossier soit transmis un peu plus systématiquement. Ensuite, on a aussi souvent des troubles alimentaires, liés au reflux nasal, gastro-œsophagien, la défaillance de la coordination succion, déglutition, ventilation, des troubles de l'oralité de l'enfant. Et dont les causes sont multiples, c'est donc l'insuffisance vélopharyngée, ça peut être aussi dû à des hospitalisations longues à répétition. Et puis parfois ça peut être aussi une anomalie peu fréquente, dont nous avons le cas d'une adolescente qui ne mangeait vraiment plus beaucoup, qui avait beaucoup maigri, qui était très fatiguée, qui pleurait tout le temps. Et en fait elle avait une anomalie, je l'avais noté dans les notes, je ne l'ai pas sous les yeux, je crois qu'elle avait un encerclement œsophagien, et donc c'était une petite intervention et qui l'a vraiment beaucoup soulagée. Après elle a retrouvé une vie normale. Donc voilà. Alors c'est vrai que quand on a un bébé qui mange pas bien, c'est compliqué d'être informé et de trouver une orthophoniste, spécialisée dans les troubles de l'oralité. Et c'est aussi important d'accompagner les parents parce que c'est très très compliqué d'avoir un enfant qui mange mal, et en fait je crois qu'en tant que parent on culpabilise beaucoup. Donc les problèmes dentaires, nos enfants ont beaucoup de problèmes dentaires, donc je ne les ai pas tous listés. C'est vrai que parfois il y a des douleurs aux mâchoires, donc on ne sait pas forcément d'où ça vient. Quand on n'a pas quelqu'un qui connaît la délétion, on va pas forcément l'enfant ne va pas forcément être traité pour ça. Il y a parfois des soins lourds. Il y a beaucoup de parents qui nous contactent pour savoir où ils peuvent aller. Donc c'est vrai que maintenant, je donne les coordonnées qui sont sur la filière tête-cou. Mais bon, c'est vrai que quand moi je suis sur Lyon, il y a quelqu'un sur Lyon, mais c'est vrai que quand on est au fin fond d'une province, c'est pas facile d'avoir accès à ces soins-là. Et puis on a aussi la question, quand il y a des soins lourds, style implant, donc qui sont très onéreux, comment avoir une prise en charge? Parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui parfois n'ont pas beaucoup de ressources non plus. Donc voilà, comment avoir accès à une prise en charge financière pour ce genre de soins. Et puis il faut aussi, parfois il y a quand même des troubles psychiatriques, chez les adultes c'est quand même assez élevé. Donc chez les enfants qui sont pris en charge de manière précoce, on constate qu'il y a quand même une amélioration. Mais quand il y a des troubles psychiatriques, se faire soigner, faire des soins dentaires importants, c'est pas facile. Donc en fait, le besoin des familles, il y en a beaucoup. Donc ici, ce qui paraît important, c'est la coordination des soins. Alors le généticien, évidemment, il a son rôle, mais c'est pas toujours possible. Les délais de rendez-vous sont très longs, c'est souvent 1 an ou plus. Le généraliste, mais il n'est pas assez informé sur le syndrome, parce que les pathologies sont multiples, que le syndrome est variable, c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et souvent, c'est la famille qui fait la coordination elle-même, mais voilà, elle le fait avec ce qu'elle sait et ce qu'elle comprend. Donc, c'est pas toujours fait de manière la plus adaptée possible. Et puis, en plus, ça leur prend un temps énorme, c'est source de stress, justement parce qu'on peut avoir peur de mal faire. Et donc, un des messages aussi qu'on voulait vous faire passer, c'est que quand il y a des malformations ORL et que les personnes se plaignent de maux de tête ou des oreilles, des sensations de malaise,
Ben voilà, enfin, je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est comment orienter ces familles vers un autre spécialiste, une spécialité qui se rapproche de la vôtre, mais pas exactement votre spécialité à vous, pour les aider à améliorer leur suivi et leur qualité de vie. Et ensuite, il faut aussi prendre en compte la déficience intellectuelle, qui n'est pas systématique, mais qui touche, il y a 30% de déficience intellectuelle légère. Donc parfois, ils ont du mal à expliquer leurs problèmes, leurs symptômes. Et ce n'est pas toujours facile pour eux d'évaluer l'échelle de douleur, la fréquence, etc. Surtout qu'ils ont du mal à se repérer dans le temps. Donc voilà, les retards de prise en charge vont entraîner un surhandicap et souvent aussi un impact sur la qualité de vie. Et parfois, donc, avec comme conséquence un accès à l'emploi, enfin, justement, le non-accès à l'emploi. Donc, dans les besoins des familles, il est aussi important, comme je l'ai déjà dit, d'organiser la transition enfant-adulte pour chaque patient, car les problèmes ne s'arrêtent pas à l'adolescence. Et donc, le lien entre les médecins pédiatriques et les médecins qui prendront le relais est vraiment important, et il faut vraiment aider les familles à le construire. Et puis, ce qui serait important, nous, on nous demande souvent le nom d'un spécialiste, d'un professionnel paramédical, orthophoniste, psychomotricien, etc., qui connaissent la délétion. Et c'est vrai que c'est vraiment bien si on peut avoir un réseau de... Alors, je sais qu'il y a un problème de fichiers, mais ça peut être quand même important pour nous de nous aider dans ce sens. Voilà, et puis c'est vrai que quand les enfants ont été opérés, c'est important que de temps en temps il y ait une réévaluation parce que parfois les parents peuvent penser que l'opération a réussi parce que leur enfant ne parlait pas et se met à parler, mais en fait après lors d'une consultation avec un psychiatre, on va leur dire votre enfant il parle vraiment mal, hein, vous savez ça va le traumatiser quand il va rentrer au collège ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment des situations qui nous ont été remontées. Donc voilà, je pense que il faut pas les laisser, il faut quand même les réévaluer. Enfin, je pense que vous le faites peut-être, mais voilà, c'est un message que je voulais vous faire passer. Donc en conclusion, donc en récapitulatif, donc c'est le problème de coordination des soins avec des référents différents selon les anomalies majeures. Donc on va avoir la cardiologie, l'ORL, l'urologie, la psychiatrie. Et est-ce que ça serait possible de favoriser une réunion de concertation médicale pour une opération quand il y a des avis qui divergent? Parce que les familles se sentent vraiment seules et ne savent vraiment pas comment faire. Et puis, donc une meilleure prise en charge des symptômes qui ont une répercussion sur la qualité de vie des patients, avec des anomalies qui sont souvent peu fréquentes et pas toujours diagnostiquées. Voilà, je crois que ça a été dit un petit peu précédemment, la médecine est assez cloisonnée et parfois il n'y a pas d'investigation complémentaire pour résoudre des problèmes concernant une autre spécialité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était vous ? Deux petites remarques. La première, c'est qu'effectivement, c'est un problème récurrent en médecine. Hein, c'est le fait qu'on puisse avoir des avis médicaux qui sont différents aux oreilles des familles, parfois parce qu'ils sont formulés différemment, et parfois parce qu'effectivement, ils sont très différents, les propositions sont différentes. Ça, c'est déjà intrinsèque un petit peu à la pratique de la médecine, mais c'est vrai que un des travaux en cours de la filière et des centres de référence de manière générale, c'est d'avoir la prise en charge la plus homogène pour ça, et faire en sorte que les professionnels de santé discutent entre eux pour proposer les mêmes choses aux patients. Et la deuxième chose, ça aussi c'est une des missions de la filière, c'est de communiquer au maximum, à la fois pour que les patients, où qu'ils habitent, vous avez parlé effectivement des gens qui peuvent être isolés, avoir accès aux informations via le site internet, mais aussi que les professionnels de santé qui prennent en charge les enfants, quand ils ne sont pas forcément au fait de tout ce qui peut se faire, ou tout simplement pour mettre à jour leurs connaissances, puissent avoir accès aux contacts, aux formations, etc., aux collègues à qui adresser un patient, ou tout simplement à qui poser une question. Et voilà, communiquer, c'est vraiment un des éléments fondamentaux de la prise en charge, très clairement.